Lundi 19 juin, bonjour à tous, à la une de l'actualité. Il a été en France et en Allemagne. Le chef de l'État ivoirien est rentré à Abidjan ce dimanche. Le président Alassane Ouattara a rencontré son homologue français. Il s'est exprimé au Parlement européen à Strasbourg. Le bilan de son voyage en début de journal. Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, un moment pour sensibiliser sur les dangers liés à cette maladie. Elle fait des ravages sur le continent africain. Les populations sont exhortées à faire des tests avant le mariage. À Bamako, au Mali, des hommes armés ont pris d'assaut un site prisé des touristes occidentaux. Le dernier bilan fait état de 7 morts, dont 5 assaillants, 4 blessés et une trentaine d'otages libérés. Bienvenue à tous dans le 13h. Merci d'être sur RTI 1. Après un séjour en Europe, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce dimanche. Il a pris part au sommet du G20 sur l'Afrique à Berlin. Il s'est exprimé au Parlement européen à Strasbourg et il a rencontré le nouveau président français Emmanuel Macron. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion hier dimanche par le vice-président, par le Premier ministre et par plusieurs membres du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a aussitôt fait un point de son séjour européen. Nous l'écoutons. Je viens de rentrer de Paris après une tournée européenne qui m'a amené d'abord à Paris pour rencontrer le président Macron et ensuite à Berlin pour participer à la réunion préparatoire du G20 pour l'Afrique. Et enfin donc au Parlement européen à Strasbourg. Avant de faire un compte rendu de cette tournée européenne, je voudrais tout d'abord dire à quel point nous sommes tous affectés par les inondations que le pays a connues, principalement Abidjan et d'autres régions. Et je déplore les victimes, environ une douzaine, et tous les dégâts matériels que nous avons subis. Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances aux familles des victimes et aussi présenter mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et à tous leurs proches. D'ailleurs, ces inondations sont la manifestation du problème climatique, des dérèglements climatiques que nous subissons à travers le monde et notamment en Afrique. Et pour parler de ce point, à l'occasion de ma rencontre avec le président français, le président Emmanuel Macron, nous avons longuement échangé sur les dérèglements climatiques, la nécessité pour nous tous de soutenir l'accord de Paris. Je l'ai informé que nous avons d'ailleurs, nous, déjà ratifié et déposé tous les instruments relatifs à l'accord de Paris aux Nations Unies et que nous sommes totalement engagés à ses côtés et aux côtés de l'Europe et de tous les pays qui considèrent que ces dérèglements sont une véritable menace pour l'humanité. Avec le président Macron, nous avons évoqué les questions bilatérales, que ce soit les questions sécuritaires, les questions économiques et financières, et nous avons bien sûr parlé également de la sous-région, la nécessité de lutter contre le terrorisme et notre volonté, bien sûr, de faire en sorte que tout ce qui est acte terroriste soit contré et la nécessité de renforcer les renseignements entre notre pays et la France et les autres pays, parce que c'est à partir du renseignement que l'on peut détecter un certain nombre de réseaux terroristes. Nous avons, en matière de coopération économique, parlé d'un projet important pour la ville d'Abidjan, le train urbain que nous appelons le métro d'Abidjan. Et là, le président Macron a été très réceptif et a décidé d'envoyer une mission dès la fin de ce mois de juin pour que nous puissions avancer dans les négociations avec la possibilité de commencer les travaux d'ici la fin de l'année. Il envisage d'ailleurs de participer au sommet Union européenne-Afrique qui a lieu en fin novembre. Et je pense personnellement que si les choses étaient bien avancées, ce serait une opportunité de poser la première pierre de ce projet important à l'occasion de sa venue pour le sommet Union européenne-Afrique.
J'ai été particulièrement impressionné par sa connaissance des dossiers africains, son attachement à la Côte d'Ivoire, à la sécurité des pays. Et je pense que c'est un président avec lequel la Côte d'Ivoire et moi-même aurons d'excellentes relations. Et je lui ai envoyé un message déjà de remerciement pour la chaleur de l'accueil et les entretiens donc très fructueux que nous avons eus. Par la suite, je me suis rendu à Berlin, où j'ai été invité par la chancelière allemande, Angela Merkel, pour participer au sommet préparatoire du G20, et ce sommet consacré à l'Afrique. Et l'Allemagne a pris une initiative de développer ce qu'ils appellent un compact Afrique, que j'ai proposé qu'on dénomme le plan Merkel, pour des investissements massifs sur le continent africain, pour permettre donc de créer des emplois et de faire en sorte de renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique. Et 2 pays ont été sélectionnés à l'origine pour ce compact, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, mais également maintenant le Ghana, et plusieurs pays qui sont concernés par les actes terroristes ont participé à cette rencontre qui a été une très très bonne rencontre, d'échanges vraiment francs, parce que nous avons tenu à dire ce que nous pensions de cette situation, et le fait que le plan Marshall a aidé l'Europe et qu'il était important qu'il y ait un plan Merkel qui puisse aider l'Afrique, l'Allemagne étant la première puissance européenne. À cette occasion, j'ai rencontré le président du groupe Siemens qui m'a assuré de sa volonté d'installer une filiale à Abidjan qui va entreprendre des investissements importants. Vous savez, Siemens, c'est le plus gros employeur en Allemagne. C'est une très grande entreprise. De la Côte d'Ivoire, ils vont rayonner sur tout le reste de l'Afrique francophone. Ils ont une filiale en Afrique du Sud et donc l'autre filiale sera donc à Abidjan. Nous avons également rencontré le président allemand, qui est ancien ministre des Affaires étrangères, avec qui nous avons eu des entretiens très fructueux pour voir comment renforcer davantage les excellentes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Ce fut donc un séjour très intéressant, très fructueux, et je m'en félicite. Plusieurs chefs d'État de la sous-région y étaient présents. Nous avons pu nous concerter sur les questions d'intérêts régionaux, continentaux, etc. Et nous sommes très heureux que nous ayons eu cette opportunité. En Allemagne, il y avait également la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et le président de la Banque mondiale, Jim Kim. Et ceci nous a donné l'occasion de parler également de la coopération financière. Et ils nous ont tous félicités pour le succès éclatant du roadshow qui a permis à la Côte d'Ivoire de mobiliser des ressources importantes, aussi bien en euros qu'en dollars ces dernières semaines. Je crois que le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé. Et par la suite, je me suis rendu à Strasbourg pour présenter un peu notre situation au Parlement européen. Vous savez, le Parlement européen est un parlement qui a une diversité de représentation des élus de 27 pays européens. Donc c'est un parlement qui est assez critique. Et j'ai été heureux d'apprendre que la Côte d'Ivoire est quasiment le seul pays africain qui n'a pas de communiqué négatif sur sa gestion depuis 5 ans. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, je vous félicite pour cette excellente nouvelle parce que ce Parlement a des communiqués quasiment toutes les semaines sur tous les pays du monde, et notamment sur les pays africains. Je ne les citerai pas, mais c'est dire que la Côte d'Ivoire véritablement est dans un processus de reprise de paix et de sécurité. Et à l'occasion de ma présentation au Parlement européen, j'ai évoqué surtout les défis qui sont les nôtres, les défis concernant la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, comme bien sûr dans la sous-région et sur le continent, les défis liés aux questions climatiques. Nous avons parlé également de la question migratoire et la nécessité pour bien sûr les Africains de se prendre en charge, mais pour l'Europe de prévoir des investissements massifs. Et c'était l'occasion de parler à nouveau du plan Merkel pour que l'Europe puisse aider
des pays africains à créer des emplois, notamment pour les jeunes, pour maintenir les jeunes en Afrique. Donc c'est un dossier important pour le continent. Et d'ailleurs, à l'occasion du sommet que nous aurons ici, Union européenne-Afrique, nous aurons à parler de la question de l'emploi des jeunes. Ce sera l'un des thèmes essentiels de ce sommet parce qu'il nous faut développer les emplois. Il faut que les jeunes africains aient confiance que ce continent a des potentialités et que les choses se développent de manière totalement positive et que la place de ces jeunes, c'est d'abord en Afrique. Et j'ai insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire était un exemple d'intégration réussie, car le quart de la population ivoirienne est constitué de ressortissants d'autres pays, notamment des pays voisins, qui sont bien intégrés, qui vivent en bonne harmonie et qui contribuent à la croissance de l'économie ivoirienne. Et j'ai donc demandé aux Européens de ne pas avoir peur et de s'ouvrir pour les jeunes Ivoiriens qui peuvent aller étudier, se former, qui peuvent revenir en Afrique pour rendre service à leur pays et au continent. J'ai également parlé des défis concernant la démographie, parce que, voyez-vous, le continent africain doit faire plus d'efforts de contenir la croissance démographique. Parce que si un pays a 2 ou 3% de croissance de la population tous les ans, cela veut dire que pour augmenter le revenu par tête d'habitant, il faut au moins un taux de croissance d'au moins 2 à 3%. Et si le taux de croissance n'atteint pas 5 ou 6%, on ne peut pas réduire la pauvreté. Donc c'est important, et je l'ai dit, que les pays africains réalisent, et c'est notre point de vue ici, que nous devons faire des efforts de mieux maîtriser la croissance démographique et de faire en sorte que nos populations soient dans les meilleures conditions. Et ceci a été fortement apprécié parce qu'en 2050, des pays comme le Nigeria seront plus peuplés que l'Indonésie ou les États-Unis. Et j'ai indiqué que des pays comme l'Éthiopie ou le Congo démocratique, le Congo-Kinshasa, feront partie des 10 pays les plus peuplés au monde. C'est-à-dire que sur à peu près les 10 pays les plus peuplés au monde, il y en aura 3 ou 4 qui seront africains. Et pour cela, il faut que la croissance puisse être forte et qu'en même temps, on puisse maîtriser la croissance de la population tout en créant les conditions les meilleures pour les peuples africains. Voilà, le président Alassane Ouattara faisait donc le point de son séjour européen. Journée de l'enfant africain 2017, la Fondation Children of Africa est aux côtés des enfants en marge de la société et de la justice. Elle a fait des dons en nature aux enfants mineurs de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Abiba Dombele-Saoué. Surtout ne pas les oublier, les enfants en détention carcérale, leur apporter de l'espoir et le bonheur. C'est le sens de la cérémonie de commémoration de la journée de l'enfant africain, organisée par la Fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara, ce samedi 17 juin 2017, au Centre d'observation des mineurs de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan de Yopougon. Le thème, l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique. Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. Des dons composés de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de toilettes, d'équipements sportifs, de machines à coudre, d'électroménagers, matelas, ordinateurs et de matériel agricole. Ce soutien permettra d'améliorer non seulement le cadre de vie des jeunes pensionnaires du centre, mais surtout faciliter leur insertion sociale. Les festivités de cette journée ont permis à ces jeunes de montrer leur savoir-faire aux visiteurs à travers des ballets et des sketchs. Béatrice Durand, responsable des affaires sociales à la Fondation Children of Africa, a délivré un message d'encouragement aux jeunes détenus. Je vous demande de prendre à cœur vos ateliers de formation, car je suis convaincue que lorsque vous sortirez du centre COM, vous n'y reviendrez pas. Vous devez réussir votre vie et vous allez réussir votre vie. La directrice de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, Madame Marguerite Goun-Kofi, a expliqué la mission et le rôle de son centre. Elle s'est réjouie pour sa part de la portée de l'action de reconstruction sociale et psychologique des enfants, qui a permis la réintégration sociale de plusieurs ex-jeunes détenus.
Les enfants qui nous sont confiés ici, ce sont des enfants totalement normaux, qui ont les mêmes aspirations que les jeunes de leur âge, mais qui ont un parcours de vie. Et à un moment donné de leur parcours de vie, ils ont eu à commettre des actes dont les raisons sont multiformes. Et ce sont ces actes-là qui les ont amenés ici. Daniego Kapari, directeur du Centre d'observation des mineurs, a indiqué que ce geste de grande générosité de la présidente fondatrice de Children of Africa vient soulager le centre dans ses tâches. Selon lui, cet acte démontre l'importance que la fondation Children of Africa manifeste à l'endroit de la jeunesse. Les pensionnaires ont tenu non seulement à remercier la fondation Children of Africa pour la visite à la faveur de la célébration de la Journée de l'enfant africain instituée en 1990 par l'Union africaine et commémorée officiellement chaque 16 juin, mais également pour les nombreux dons et pour le repas copieux. Créé en 1980, le Centre d'observation des mineurs héberge actuellement 100 mineurs, dont l'âge est compris entre 13 et 17 ans, soit 95 garçons et 5 filles. Il dispose de 5 cellules de 12 lits chacune et de 7 ateliers, dont l'agropastoral, la couture, le dessin, la menuiserie et l'introduction récente de la musique de la danse, en plus d'une cellule d'alphabétisation. Eux ne sont pas en détention, mais ce sont des mineurs en difficulté avec la loi. Ils sont communément appelés microbes. 345 de ces enfants, âgés de 10 à 17 ans, sont devenus sociables et aptes à insérer la vie économique. Ils ont été resocialisés au centre de Mbayakro, leur sortie officielle avec Léon Brou. Ces créations, notamment ces meubles, murs et ténus contemplés par le ministre d'État Ahmed Bakayoko et la ministre Mariatou Kone, pas des œuvres d'artisans ordinaires. Ce sont des fabrications de 345 mineurs anciennement en difficulté avec la loi. C'est que leur séjour au centre de resocialisation de Mbayakro, ces enfants âgés de 10 à 17 ans en ont profité pour s'ériger en couturier, menuisier, maçon, ferronnier. Bref, 6 mois pour apprendre le métier de son choix, non sans renouer avec les valeurs sociales. Nous avons affaire à des personnes nouvelles, à des enfants qui ont acquis à nouveau les valeurs sociales propres à leur âge. Vous pouvez donc dire à la Côte d'Ivoire et au président de la République, Pépé Alassane Ouattara, que nous sommes redevenus des enfants exemplaires. Autre preuve du redressement social de ces enfants, autrefois appelés microbes, la reconnaissance du tort qu'ils ont fait à la nation. À genoux, tous ont publiquement demandé pardon en guise d'engagement à revenir à la vie normale. Mais pour les acteurs de leur resocialisation et le gouvernement, l'acte est insuffisant. La responsabilité de leurs parents s'en trouve engagée. Vous avez saisi la chance que l'État de Côte d'Ivoire vous donne de changer votre destin. Mettez-vous au travail, sensibilisez vos camarades et soyez rassurés que tout est encore possible pour vous dans la vie. À vos parents, je veux dire, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de faire attention à vos enfants. Si tu ne vois pas ton enfant toute la journée, il ne faut pas dire qu'il t'en fout. Il faut chercher où il est. Ce n'est pas pour crier sur lui, mais c'est pour parler avec lui, pour le comprendre, pour l'accompagner. Votre réussite, c'est leur réussite. Et leur réussite, c'est votre réussite. 2 possibilités d'insertion, poursuite des études ou de l'apprentissage métier au terme du processus pour écarter 1000 mineurs auteurs de violences, de l'alcool, la drogue et toute autre forme de vice. Ce projet du chef de l'État est mis en œuvre par la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion et supervisé par le Conseil national de sécurité. Ce 19 juin, nous sommes la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. L'ONG L'Anaya Universelle a mené une campagne de dépistage à l'orphelinat Filles de Grand Bassam. Tribune choisie par la ministre de la Solidarité, de la Protection de l'Enfant et de la Femme pour interpeller les populations sur les tests avant le mariage. Mamadou Kwasi. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. La maladie se manifeste par une anémie, une sensibilité aux infections et des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et par le manque d'oxygénation des tissus. Cette maladie touche 120 millions de personnes dans le monde et en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions d'enfants sont atteints de cette maladie.
En cette saison pluvieuse, les spécialistes de la santé recommandent. Quand un enfant est malade à la drépanocytose, il doit éviter les occasions de stress qui font que ces globules réagissent. Et donc, en période de froid, il doit s'habiller chaudement, il doit ne pas être exposé. La drépanocytose, ce tueur silencieux, est souvent méconnu des personnes atteintes. L'ONG L'Anéa Universelle, soutenue par le Lions Club, mène depuis 12 ans des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Pour cette année, ce sont les pensionnaires de l'orphelinat Filles des Grands Bassam qui sont visités. Elles bénéficient d'une séance de dépistage gratuit. Notre objectif le plus important, c'est la construction d'un centre. Un centre de lutte contre la drépanocytose et la leucémie dédié aux enfants malades. Cette initiative est saluée par la ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Protection de l'Enfant et de la Femme, marraine de cette campagne. La ministre a profité pour sensibiliser la population sur les dangers liés à la drépanocytose. Quand un enfant est drépanocytaire, c'est toute la famille qui en souffre. C'est un drame au sein des familles. Et donc faisons en sorte que la drépanocytose n'existe même pas dans les familles. Et comment le faire? C'est par la prévention. Et la prévention, c'est faire des examens avant le mariage pour éviter que deux personnes qui soient incompatibles se marient et les enfants naissent. Ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. Le professeur Sanogo Ibrahim a, au cours d'une conférence publique, présenté les causes, les signes et les conséquences de la drépanocytose. Des conseils aux parents et aux enfants pour interpeller également sur la mise en place d'une véritable politique de prise en charge des enfants souffrant de cette maladie, dont le traitement revient très cher aux parents. Ces 5 dernières années, des milliers de kilomètres de voies ont été réhabilitées ou reconstruites à travers la Côte d'Ivoire. Mais elles sont encore nombreuses, ces routes impraticables, dans un état de dégradation très avancé. Le ministre des Infrastructures économiques annonce des solutions. Le point avec Francis Boifo. Samedi, il est 16h13. Nous sommes sur l'autoroute du Nord entre Adjamé et Yopougon, dans le district d'Abidjan. Obligé de rouler à 20 km/h. Un embouteillage au niveau de la forêt du Banco. Des automobilistes en provenance du plateau ont pris le sens interdit pour, disent-ils, se frayer un chemin. Il a pris le sens interdit pour pouvoir avancer parce qu'il y a un fossé là-bas et les petits véhicules ne peuvent plus passer. Il n'y a que les gros camions qui peuvent passer. Même les gros camions ont du mal à emprunter cette voie qui débouche sur l'autoroute du Nord tellement elle est dégradée. Impraticable en saison des pluies. Autre décor, même réalité sur cette rue qui mène au terminus 27, Niangon à gauche dans la commune de Yopougon. Apprécié. On fait plus d'une heure dans le bouchon d'ici là. Pour un tronçon qui ne fait même pas 1 kilomètre, on est fatigué. Regardez, nous les chauffeurs de Baka, on souffre. C'est difficile, on est fatigué. On souffre. Des mots pour exprimer le cri de cœur des usagers face à la dégradation avancée des voies. Ce qui est inadmissible pour certaines personnes, c'est souvent des situations similaires à celles qui nous a été données de constater au rond-point du carrefour Saint-Pierre et sur les voies annexes, toujours dans la commune de Yopougon. Ces voies, revêtues de bitume, ne sont pas encore livrées que déjà. On constate trop de dégâts sur la voie par rapport aux trous, aux crevasses par endroits. Vraiment, nous ne sommes pas contents. Dans la commune de Cocody, sur le boulevard de France redressé, c'est le même constat. Des nids de poules à certains endroits. Pourtant, l'ouvrage a été livré aux autorités ivoiriennes il y a à peine 9 mois. Lamine Grave, le ministre des Infrastructures économiques en visite sur ce trajet, long de 2,5 km, demande des explications à l'entreprise qui a exécuté les travaux. La qualité des matériaux qui ont été mis en œuvre, est-ce que ces matériaux étaient conformes? Nous allons regarder aussi la mise en œuvre, parce qu'il y a la qualité des matériaux, mais il y a aussi des problèmes de mise en œuvre. Il y a des problèmes dans certains points bas où l'eau stagne, mais il y a des points qui ne s'expliquent pas parce que c'est des points qui sont situés en hauteur. Et en hauteur, normalement, lorsque la chaussée est bien mise en œuvre, théoriquement, on ne devait pas avoir de problème. Mais tout ça, les investigations que nous sommes en train de faire vont nous permettre de nous situer rapidement. Des routes impraticables. On en trouve dans plusieurs communes du district d'Abidjan. On a demandé à nos collaborateurs de faire le point de l'ensemble des voies. Ils nous ont transmis
une évaluation est en train d'être faite. Assez rapidement, tout ça va être corrigé, de sorte que les populations puissent circuler assez aisément dans Abidjan. Automobilistes et passagers sont donc obligés de prendre leur mal en patience. Pendant ce temps, les pluies qui s'abattent sur Abidjan creusent davantage les voies à réhabiliter. La Côte d'Ivoire est un pays qui regorge de nombreux sites touristiques. Le pays est présent au Salon international du tourisme de Beijing à Pékin. Il vend sur place ses destinations et lieux touristiques phares. Le salon a ouvert ses portes avec plus de 80 pays représentés. Patricia Omouetia. Le Beijing International Tourisme Expo BI2 2017, autrement dit le Salon international des industries du tourisme et des loisirs de Beijing, a ouvert ses portes. Plus de 900 organismes touristiques et agences de voyage et plus de 80 pays représentés. Sur un stand de 54 mètres carrés, la Côte d'Ivoire a pris ses quartiers. Au programme, rencontres et rendez-vous d'affaires. Le plus important des rendez-vous de cette première journée, la signature de coopération entre le Beijing China Travel Service et Côte d'Ivoire Tourisme. Le premier tour opérateur chinois a marqué ainsi sa volonté de venir visiter la Côte d'Ivoire à travers des éductours et des circuits. Nous en sommes très heureux et très satisfaits. Les dirigeants de ce tour opérateur vont bientôt se rendre en Côte d'Ivoire avec leurs professionnels pour un éductour initial afin d'élaborer avec Côte d'Ivoire Tourisme et nos agences de voyage un circuit touristique axé sur la culture. Ils nous ont demandé de pouvoir visiter les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte du travail que nous avons accompli et nous en sommes fiers. Au-delà de toute espérance, voici que les Chinois nous proposent aujourd'hui de pouvoir venir concrètement en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout le bénéfice que nous avons de nos participations dans tous les salons majeurs. Il y en a 4 dans le monde sur lesquels nous visons un nombre ne serait-ce que respectable de touristes qui pourront visiter la Côte d'Ivoire. Pour la délégation ivoirienne, l'objectif est atteint pour cette 3e participation au Salon international des industries du tourisme et des loisirs de Beijing. L'Alliance française de San Pedro initie à l'intention des élèves en classe de terminale un forum de philosophie. Il s'agit principalement de les préparer, leur permettre d'affronter sereinement les différents sujets qu'ils vont rencontrer lors de la composition du baccalauréat. Thérèse Yoboué. Pour la compréhension de la philosophie et son importance, ils sont venus nombreux, les élèves des classes d'examen, ainsi que des professeurs et autorités de la ville de San Pedro pour prendre part à ces échanges sur la philosophie. L'unité pédagogique de philosophie a exprimé à cette occasion sa gratitude à l'Alliance française pour ses initiatives en faveur des élèves et pour le rayonnement de la philosophie. À lui Sampur, professeur de philosophie, auteur de nombreux ouvrages et initiateur du top chrono de philosophie, a animé à cette occasion une conférence. 2 messages ont été lancés en direction des élèves. Aimer l'école, aimer la philosophie. Toutes choses qui constituent la clé du futur succès pour eux et pour le futur de leur bien-être, pour le développement de la Côte d'Ivoire. De nombreux ouvrages ont été distribués gratuitement aux élèves et des diplômes de félicitations aux promus de la discipline. Dernier hommage à l'ex-international ivoirien Cheikh Ismaël Thioté. Il a été inhumé hier dimanche au cimetière de Williamsville. Décédé le 5 juin 2017 en Chine des suites d'un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement avec son équipe, la dépouille du footballeur est arrivée à Abidjan le jeudi 15 juin dernier. À Bamako, la capitale malienne, hier dimanche en fin d'après-midi, des hommes armés ont pris d'assaut un site particulièrement prisé des touristes occidentaux. Le dernier bilan fait état de 7 morts, dont 5 assaillants, 4 blessés et une trentaine d'otages libérés. Voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis et très bon lundi à tous.